Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Laurent Burel. Bonsoir. Vous êtes le PDG du groupe Plastic Omnium. On va présenter rapidement votre groupe si tant est qu'il faille encore le faire. En tout cas, votre activité se divise en deux grands secteurs. D'une part, l'automobile avec la fabrication de pièces pour les voitures et d'autre part, l'environnement avec la fabrication par exemple d'aires de jeu pour les enfants et aussi de conteneurs pour les déchets. Et vous avez publié aujourd'hui vos résultats qui sont en progression. Quelques chiffres. Votre chiffre d'affaires par exemple, il augmente de 14% à 4,8 milliards. Le résultat net progresse également. Vous réduisez par ailleurs fortement votre endettement. Et finalement, quand on regarde dans le détail, comme tous les grands groupes français, votre croissance se fait à l'étranger. Oui, le métier, notre principal métier, c'est l'automobile. Et l'automobile, en 2012, a eu une belle croissance puisqu'il s'est fabriqué en 2012 5 millions de voitures de plus qu'en 2011. C'est assez considérable. C'est équivalent à la production allemande ou 2,5 fois la production française. Comme nous sommes un groupe de 107 usines, 110 usines réparties de par le monde, nous captons dans les zones qui croissent la croissance, c'est-à-dire aux USA, en Russie, et en Chine et en Europe centrale. Et effectivement, l'Amérique, l'Asie et l'Europe de l'Est, ça représente 60% du chiffre d'affaires. Et ces 60% ont cru, chez nous, l'année dernière, de 30% en moyenne. Donc, cette surcroissance dans les zones en croissance nous ont permis de compenser les zones en décroissance. Alors là aussi, vous annoncez des investissements sur les 4 prochaines années, 2013 compris, de plus d'1 milliard, 1,2 milliard. Dans quelle partie du monde? Là aussi, vous allez les faire, ces investissements, dans ces marchés qui marchent, qui Exactement. Nous allons investir 1,2 milliard en 4 ans, c'est-à-dire environ 300 millions par an, plus ou moins, où 80% de la croissance des 5 millions de voitures dont je vous parlais il y a une minute va se faire dans ces pays-là, dans ces nouveaux pays à forte croissance. C'est là où nous devons créer des nouvelles capacités, des nouvelles usines, pour fabriquer des pièces pour les constructeurs qui font les fabriquer dans ces pays. Et en France, qu'est-ce que vous allez investir? Alors en France, nous investissons un centre de R&D, un nouveau centre de R&D de 500 personnes à Compiègne, au nord de Paris, car la France, pour nous, est un pays important, 5 000 personnes sur 23 000 personnes, et sur les 5 000 personnes françaises, 1 000 personnes en recherche et en développement. Notre home base, notre maison mère de R&D et de développement et d'intelligence est en France, on le maintient, et on a confiance dans le pays à cet égard-là. Et on va investir 50 millions. Donc ça veut dire que l'avenir en France, c'est la recherche et développement, ou alors c'est les entreprises novatrices de haute technologie, et non plus l'industrie? L'industrie, en tant que nos clients maintiennent les volumes qui nous permettent de faire tourner nos usines. Pour combien de temps encore? Ah ça, il faut leur demander, je n'en sais rien. Mais vous avez quand même une idée, une vision du futur du marché automobile en France? Oui, le marché automobile en France est spécialement bas en ce moment. Je ne crois pas qu'il va baisser plus que cela. Il y a un étiage minimum de renouvellement du marché. Et je pense même qu'on peut espérer que peut-être pas cette année, mais dans les 2 ans qui viennent, le marché remonte à nouveau. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'industrie à terme en France, c'est terminé, quoi. C'est quelque chose qui va plus se développer? Ah non. Non, il y a encore un avenir quand même? Ah oui. Alors pour quel type d'industrie alors? Écoutez, il y a un avenir si on est très innovant. Ça a un avenir si on a une R&D qui a du succès, si on fait des produits à valeur ajoutée ou qui plaisent à la clientèle ou à une clientèle. Non, la France a tout à fait un avenir, mais il faut être très automatisé, il faut être très ingénieux, il faut créer des nouveaux produits. Et ça prend le chemin, ou est-ce qu'il y a encore des réticences pour cette évolution? Écoutez, chaque industrie a ses spécificités. Vous savez, il y a des industries qu'on considérait sinistrées comme la confection. Il y a des gens qui font de la confection haut de gamme en France et avec grand succès, donc ce n'est jamais perdu. Vous avez 1200 salariés dans la recherche et le développement. Là aussi, on voit l'importance de ce secteur pour vous. Il n'y a pas, dans notre domaine d'équipementier automobile, il n'y a pas d'avenir si vous fabriquez une commodité banale. Une commodité banale, vous aurez toujours des pays à bas coût qui pourront faire mieux que vous. Non, le salut passe par des produits attractifs, des produits compliqués, des produits qui allègent la voiture, des produits qui réduisent les émissions de gaz toxiques, des produits qui sont conformes aux normes futures de 2015 ou 2016 les plus dures. Et c'est par là que passe le succès. C'est l'innovation qui fait la mondialisation, c'est l'innovation qui fait la résistance, c'est l'investissement industriel qui fait face à tout ça. Et comment voyez-vous l'évolution de l'autre grand secteur de votre entreprise, à savoir l'environnement? Là aussi, ce sont des marchés porteurs, le traitement des déchets. Oui, alors ce sont des marchés porteurs. Ceci étant dit, comme vous le savez, les budgets des nations ouest européennes sont fortement
soit maintenue, soit réduite. En Angleterre, fortement réduite. En Allemagne, réduite. En Espagne, réduite. En Italie. Donc nous sommes sur ces marchés et ces marchés souffrent. C'est pour ça que notre croissance n'a été que de 2%. Le marché français reste encore à un niveau convenable, mais je pense qu'il va devoir se réduire là aussi dans les années à venir. Donc ce sont des marchés de plus en plus concurrentiels et là aussi il faudra faire de la productivité. Concernant l'automobile, vous préparez en Allemagne la fermeture d'un site. Qu'est-ce qu'il en est en France? Il y a des projets éventuellement de fermeture ou... Non, en France, nous avons fait deux choses. Nous translatons notre centre de R&D de Laval vers Compiègne parce que nous voulons créer un centre d'excellence mondial au même endroit. Donc à la fin, entre notre centre actuel de Compiègne et de Laval, le nouveau centre de Compiègne sera plus gros que la somme des deux. Donc déplacement mais agrandissement. Et création d'emplois. Et création d'emplois oui. à Compiègne. Et nous avons malheureusement dans le sud, en Ardèche, dû à la crise du camion européen, pour ne pas dire le marasme du camion européen, en France, en Allemagne et en Suède, dans les grandes marques de fabricants de camions, qui sont très, très déprimés. Là, nous avons un plan d'adaptation d'effectifs de 95 personnes en cours, parce que nous ne voyons pas... Qu'est-ce que ça veut dire, adaptation d'effectifs, des suppressions de postes? Dans suppression de postes, à peu près 95. Nous proposons à certains employés de rejoindre notre centre de R&D de Lyon, et ceux qui ne le souhaiteront pas ou ne le pourront pas, eh bien, nous réduirons nos effectifs, car nous n'avons plus la production à faire pour les clients qui ne nous appellent pas de pièces vu mes ventes des camions. Ça s'appelle un plan de compétitivité. Est-ce que vous l'envisagez éventuellement en fonction du marché à d'autres sites français? Non, je ne le souhaite pas, je ne l'envisage pas du tout à ce jour. Il faudrait que le niveau actuel extrêmement bas se prolonge encore pendant 2-3 ans pour que ça soit une question qui puisse venir à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une baisse conjoncturelle, il y aura un rebond. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui a été ouvert hier, relancé par l'économiste Jean-Paul Bedbès, qui prône une adaptation des salaires en France, une politique de modération salariale? Est-ce que vous souscrivez à cette analyse? Est-ce qu'il faudrait une modération salariale? Je pense que la modération salariale, c'est une chose. Je crois que le plus important, en tout cas pour moi, c'est la liberté d'entreprendre. Et je dirais que à la liberté d'embaucher, il faudrait pouvoir joindre une flexibilité de l'emploi. Aujourd'hui, la flexibilité de l'emploi n'existant pas, et l'embauche est paralysée. Elle passe par quoi, cette flexibilité? Mais vous savez, un patron, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose et qui a besoin de personnes pour le réaliser. Mais il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de son marché, il n'est pas sûr de son produit, ça va peut-être rater. Et si ça rate, il faut qu'il ait le droit à l'échec. Et pour avoir le droit à l'échec, c'est qu'il puisse se dire, écoutez, je suis désolé, je vous ai donné une chance, mais j'y arrive pas. Et aujourd'hui, c'est très difficile ou très onéreux. Donc il va falloir, à la fin, trouver une solution pour laisser les entrepreneurs prendre le risque d'entreprendre, sinon ils n'entreprendront plus. Alors concrètement, quels sont les obstacles actuels qu'il faudrait lever, par exemple? Vous savez, c'est une complexité générale. Le Code du travail a 3300 pages. Cette complexité... Il faudrait en supprimer combien des 3300 pages? Je ne sais pas. Il faudrait... Je ne suis pas un spécialiste de la chose, parce que globalement, j'embauche. Mais je dirais, je parle pour le corps des entrepreneurs, plus que pour moi-même. Je dirais qu'il faut laisser l'enthousiasme se développer et le risque se prendre. Si vous ne laissez pas le risque se prendre, il ne se prendra pas. Est-ce que vous voyez une reprise économique en France, une reprise de la croissance? Et si oui, à quel terme? Si on redonne l'enthousiasme aux entrepreneurs d'entreprendre, c'est-à-dire de s'endetter pour acheter des machines et créer, oui. Et à quel terme? Vous avez une je ne sais idée pas, de je ça? dis si les entrepreneurs sont incités à s'endetter pour créer, car l'industrie vient de personnes physiques individuelles qui prennent des risques et créent. C'est d'abord un état d'esprit? C'est avant tout un état d'esprit. Merci Laurent Burelle, PDG du groupe Plastic Omnium, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.